Aussi vrai que la haine attise la haine, que le sang ne lave pas le sang, dans bien des cas, le passé n'est pas mort. Il n'est même pas passé. Et c'est sur cette phrase de William Faulkner que j'introduis ce nouvel épisode de votre rendez-vous désormais hebdomadaire, la librairie africaine. Qu'est-ce que la librairie africaine pour les novices? Installez-vous bien. La librairie africaine, bien plus qu'une table ronde qui met à l'honneur la réflexion collective, c'est avant tout un moteur pour une dynamique qui incite et vise à pousser chacun à prendre son destin en main. Comment? En se plaignant? Sûrement pas. En marchant, en manifestant? Encore moins. En s'asseyant, en lisant, en méditant, en réfléchissant. En un mot, en se renforçant. Partant de l'idée que non seulement les livres délivrent, mais avant tout, les livres te renforcent. Le monde appartient à ceux qui lisent. Nous t'invitons à en faire partie ou à mourir. Tel est notre mot d'ordre. Et pour lancer la conversation d'aujourd'hui qui tournera autour d'une œuvre, et non des moindres, celle de Gaël Faye, Jacaranda, je vais être accompagné par une princesse et des princes de la lecture. Ida, sois la bienvenue. Merci Herman. Très heureuse d'être là pour parler de Jacaranda, qui est, à l'heure où on tourne, en lice pour le Goncourt. On croise les doigts. On croise les doigts pour lui, merci. Merci Herman. Déco. On espère le Goncourt pour Gaël Faye, puisque c'est un très bon livre. Merci. Enfin, Mohamed, sois le bienvenu. Merci, bonjour à vous. Ravi d'être ici pour commenter sur cette bel ouvrage. Très bien. Et enfin, frère Maestro. Merci en tout cas, bonjour à tout le monde et merci. En tout cas, c'est toujours avec plaisir de pouvoir parler surtout de la littérature et de Gaël Faye. Alors Gaël Faye, qui est, à la base, il a commencé un peu dans la musique, rappeur, et puis après il a pris son envol en déployant ses ailes dans la littérature. Il nous confronte à un livre ô combien sensible, et donc je vais vous lire la 4e couverture, histoire que chacun puisse avoir un décor bien planté à l'esprit. Quel secret cache l'ombre du jacaranda, l'arbre fétiche de Stella? Il faudra à son ami Milan des années pour le découvrir. Des années pour percer les silences du Rwanda, dévasté après le génocide des Tutsis. En rendant leurs paroles aux disparus, les jeunes gens échapperont à la solitude et trouveront la paix près des rivages magnifiques du lac Kivu. Sur 4 générations, avec sa douceur unique, Gaël Faye nous raconte l'histoire terrible d'un pays qui s'essaye malgré tout au dialogue et au pardon. Comme un arbre se dresse entre ténèbres et lumière, Jacaranda célèbre l'humanité paradoxale, aimante, vivante. Waouh, déjà ça donne des frissons. Comment ne pas avoir envie de s'y plonger? Et rentrons dans le vif du sujet. En tout cas, à mes yeux, la première des questions majeures, celle du secret. La question du secret qui détermine les premières pages et les premiers pas du personnage principal. Et parmi vous, est-ce que certains ont eu à faire face à des secrets de famille qui, lorsqu'ils ont été découverts, ont fait basculer l'ambiance familiale? Quasiment. Après, moi, je pense qu'on a tous des secrets au niveau des familles. Moi, je parlerai du fait que j'ai appris tardivement que j'avais des demi-frères et demi-sœurs. Ça chamboule exactement l'existence parce que dans la hiérarchie familiale, je suis le cadet. Maintenant, je me pose des questions de savoir s'il y en a qui ont mon âge ou si je suis plus grand que certains de mes frères et sœurs. C'est pour ça que je dis des fois, il y a des secrets qu'on n'aimerait pas découvrir. Donc ça pose toujours problème parce que ça remet en question beaucoup de choses au niveau de la famille. Très bien. Comment tu as survécu à la découverte de ce secret? Pour l'instant, j'apprends à les connaître. Okay. J'apprends à aller un peu vers eux, mais ça n'a pas été facile au départ. Surtout avec une de mes sœurs, c'était très très difficile. Ok. Merci de cette confidence. Kilto? Bon, personnellement, je n'ai pas de confidence précise à vous partager au niveau de ma famille. En plus, je ne suis pas venu spécialement pour ça. Maintenant, sur ce thème-là, effectivement, nos sociétés africaines, dans nos cultures, on n'a pas forcément de feedback, on va dire, complet
au niveau de l'historique, de ce qui a pu se passer dans nos propres familles. C'est-à-dire que le discours avec nos parents n'est pas forcément naturel. On apprend des choses au fil de l'eau. À force de grandir, à force d'évoluer, on apprend des choses. Donc ça, je pense que ça, c'est propre déjà à la culture africaine. Donc après, forcément, il y a un lien direct avec le silence et avec le secret. Après, moi, personnellement, je n'ai pas vraiment de secret, de scoop à vous communiquer. À nous révéler ici. C'est ça, exactement. Très bien. Non, complètement. Le secret est secret, devient secret si on le construit en tant que tel. Mais parfois, même lorsqu'il est révélé, on peut avoir des réactions du type mais c'était ça finalement, c'était juste ça. Donc ça dépend de la manière dont se construit le langage autour de ça, surtout, principalement. Donc toi, tu n'as pas été confronté à... Pas particulièrement, mais même si je rejoins absolument ta vision des choses, où effectivement dans nos cultures, une espèce de culte toujours un peu présent. Et on verra aussi que notre personnage principal là, dans notre récit est confronté à ça, et un double secret d'ailleurs. Là, on parle que du jacaranda, mais il y a un double secret qui lui le nuit totalement. On verra ça. Et toi, Mbeko, aurais-tu l'obligeance, la gentillesse de nous faire part éventuellement d'un secret que tu aurais percé à jour dans le cadre familial et qui aurait eu des conséquences lourdes sur ta perception, sur ta trajectoire? Moi, j'ai pas de... Si, un jour, il y a un secret qui s'est passé dans ma famille. Mon père, il était souvent absent. Très, très souvent absent. Et ma mère, elle s'occupait de nous, mes frères et sœurs. Et un jour, mon père, il rentre et il revenait d'un voyage en Afrique. Il avait été plusieurs mois en Guinée-Conakry précisément. Et il rentre comme ça, il nous donne des petits cadeaux et il nous dit j'ai quelque chose à vous annoncer. Donc on écoute et il nous dit la chose suivante. Il dit j'ai adopté un enfant, maintenant vous avez un petit frère. Et il me dit ça fait longtemps que je l'ai fait, mais c'était quelque chose que je voulais pas vous dire parce que vous étiez trop jeune, ton frère et toi et ta petite sœur. Maintenant je pense que vous êtes assez grand. Donc je vous annonce ça. Moi sur le coup je me suis dit il est complètement fou lui. Déjà il est absent pour nous et il va chercher un autre. Et ça a été pour ma mère une onde de choc parce que ma mère elle est jeune. Ma mère et moi on a 20 ans d'écart. Donc elle a 55 ans et à l'époque ça a été un coup de massue sur elle puisque elle avait le sentiment à raison qu'elle était négligée par mon père et qu'elle devait gérer beaucoup trop de choses toute seule dans un pays qui n'était pas le sien. Et quand son mari rentrait à la maison, il lui a annoncé de manière un peu brutale qu'il avait décidé de manière unilatérale d'adopter un autre enfant et de rajouter encore une bouche à nourrir alors que celle qui était déjà existante, il avait du mal à faire le boulot. Donc il y a des secrets comme ça et des révélations de ce genre qui sont extrêmement violentes, extrêmement douloureuses, surtout pour les femmes en général, et les enfants aussi, parce que c'est elles qui doivent faire face à ces nouvelles, à ces déclarations, à ces informations qui sont une sorte de poison, mais qui malheureusement sont bien réelles. Donc ça a été difficile pour ma famille, mais on a survécu à tout ça. D'accord. Et quand tu dis surtout parce que là ça m'a intrigué, surtout pour les femmes, tu penses que généralement les hommes sont davantage porteurs de secrets à l'endroit des membres de la famille, plus que les femmes? Généralement, les femmes aussi ont des secrets, mais moi quand j'entends dans les familles les problématiques qui émergent, souvent c'est la responsabilité du père. Okay. Moi j'ai beaucoup d'amis qui ont vécu la polygamie de leur père de façon un peu douloureuse. Moi j'ai un bon pote à moi, son père il était parti au bled pendant les vacances et en revenant il lui a annoncé qu'il était marié et qu'il avait du coup une deuxième maman. Il l'a annoncé aussi à sa mère qui est la première
et il n'a pas cherché à savoir si la mère était d'accord, consentante ou pas, comment ça allait être perçu par son enfant, ses enfants. Il leur a annoncé ça comme s'il allait au cinéma. Donc c'est extrêmement violent, parce qu'il a nourri ça secrètement. Il a nourri un projet avec ses frères, ses oncles, il a préparé le mariage, il a fait ce qu'il fallait au bled, et après, devant le fait accompli, il leur a annoncé la chose. C'est très brutal. Donc tu dirais que le secret pardon, fait partie des émanations du patriarcat? Non, c'est pas ça. Parce qu'il y a des femmes qui ont des secrets aussi. Il y a des femmes qui révèlent un jour à un homme avec qui elles sont mariées depuis 10 ans que l'enfant n'est pas d'eux. Il y a des femmes aussi qui ont des secrets lourds de sens et qui ont des secrets qui détruisent la confiance qui a été établie. Il n'y a pas que les hommes. Je dis juste que malheureusement, dans nos traditions, que ce soit au Maghreb ou en Afrique noire, les femmes trinquent plus que les hommes. C'est pas pour autant qu'elles ne sont pas capables aussi d'annoncer des... Parce que quand elles annoncent que l'enfant n'est pas de monsieur, c'est que c'est le facteur entier qui était là et qui est potentiellement le père ou le dandy camerounais. Donc il y a une réalité qui repose sur une violence incroyable, d'une infidélité notoire qui aboutit à l'apparition d'un être et qui va être le fruit ad vitam aeternam de cette infidélité. Donc les femmes et les hommes sont capables du pire avec des secrets dévastateurs. Très bien. Et pour prolonger le propos de Mohamed qui a élargi d'entrée de jeu la réflexion sur la dimension plus traditionnelle, plus familiale, est-ce que vous voyez dans le secret, dans la culture du secret, ou à contraposer la culture de l'initiation, mais pour moi qui est l'un des versants, l'un des freins ou l'une des tares qui caractérise nos cultures et devant laquelle nous devons nous opposer, voire lutter? Je pense qu'il y a des points positifs et des points négatifs. À mon sens, ce n'est pas quelque chose qu'on pourra annihiler, ça fait partie des cultures africaines. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des avantages comme il y a des inconvénients, et pour avoir lu le livre, hein, comme chacun d'entre nous, on le voit très bien par rapport à l'histoire de Milan, qui est privée d'informations. Ça peut avoir un effet dévastateur, dans le sens où, à cet âge-là, on a besoin de se construire, surtout quand on est métis. Et donc il y a des effets négatifs comme celui-ci, il y a des effets positifs dans le sens où on comprend bien que... Alors, pardon, tu peux prolonger s'il te plaît, quand tu dis effet dévastateur, surtout quand on est les métis. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est vraiment par rapport au livre, oui. Par rapport au génocide Tutsi. Maintenant, on ne va pas spolier le livre, mais Milan est quand même issu d'un métissage franco-rwandais, né au Burundi mais franco-rwandais. Le génocide des Tutsis le touche directement. Le fait de ne pas avoir suffisamment d'informations par le biais de sa mère, c'est dévastateur pour lui. Donc ça l'empêche de grandir et d'avoir un équilibre au niveau émotionnel. Donc dans ce cas précis, on constate que c'est délétère pour lui. D'accord, des équilibres émotionnels. Mais même avant ça, en fait, c'est avec ça qu'on commence le livre d'ailleurs. Ça a un effet très factuel sur lui parce que ça se passe pas sa 6e et il se défend de ses mauvais résultats en montant tout un truc parce qu'il a quand même quelques éléments, en montant tout un truc, en inventant des crises d'angoisse à sa mère, en disant que lui, ça l'affecte énormément, alors qu'en fait, il n'y a rien de tout ça, et qu'il se sert vraiment de ça en se disant ça va passer, jusqu'au moment où ses parents se retrouvent dans le bureau, et que justement sa mère est hors d'elle, parce que justement, elle sait qu'elle n'a rien dit. Mais est-ce qu'après, elle, c'est une volonté de secret immédiat, ou c'est pas un traumatisme justement historique, il est un traumatisme personnel? Il y a une grande différence entre le secret dont tu parlais tout à l'heure. Je pense que... Le secret historique. Sa phrase, oui. Il y a une grande différence entre le secret un peu personnel que tu évoquais de manière anecdotique tout à l'heure, pas ton pire secret à toi, mais l'exemple que tu donnais, et ce secret qui est en fait l'incapacité de dire en fait. Et là, ça se transforme en secret, et parce que effectivement, Milan le ressent comme ça, comme un secret. Et puis c'est ça après qui lance toute la tension narrative du texte. Merci. Après, je vais rebondir en disant, en fait, on est aujourd'hui une génération qui doit transmettre. Donc quand je dis qu'au niveau de l'Afrique, on parle de oui, c'est vrai que ça se passait comme ça, on ne pourra pas faire autrement, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je veux dire, aujourd'hui, on est des jeunes
qui se sont instruits, qui sont informés, qui vont devoir transmettre leurs connaissances à des générations futures. C'est pour ça que je dis avec mes petits frères et petites sœurs, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de secret. Quand il y a quelque chose qui se passe mal, tu viens en parler, il faut juste avoir les mots pour pouvoir formuler la chose. C'est là où je dis aujourd'hui, en fait, certains vont rester dans les traditions, mais les traditions ne nous aident pas. Dans chaque chose, il y a du bon et du mauvais. Mais à un moment donné, rester toujours en disant que non, mais c'est l'Afrique, non. Aujourd'hui, on est dans un croisement. Il y a les Afros qui sont dans la diaspora et ceux qui sont sur le continent. C'est deux réalités différentes. Aujourd'hui, ceux qui sont à l'extérieur ont plus accès à l'information. Donc, c'est à eux de faire le travail pour les frères qui sont sur le continent, de façon à ce qu'on puisse avoir moins de tabous et parler de tous les sujets qui nous dérangeaient à l'époque de nos parents. Parce que nos parents n'avaient pas cette appétence à parler avec les enfants, par exemple. Il y avait des sujets qu'on n'évoquait pas. Je disais à un ami la dernière fois, dans votre famille, vous êtes 10 enfants. Mais tu n'as jamais vu ton père embrasser ta mère. Les enfants, ils arrivent comment? C'est des choses qu'on ne voyait pas. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on a cette possibilité d'en parler entre nous, de façon à ce qu'on puisse crever un peu l'abcès. Je te rejoins dans ce sens où, effectivement, les générations issues de la diaspora ont effectivement cette capacité à pouvoir modifier cela dans l'éducation. Maintenant, sans être naïf, selon moi, les Africains qui sont sur le continent, ils ne vont pas se défaire totalement au niveau des traditions et ça aura forcément toujours un impact constant dans le temps au niveau de l'attitude, de cette pudeur, du fait de vouloir toujours préserver, cacher certaines choses. Je ne pense pas qu'avec toute la volonté du monde, l'impact de la diaspora pourra modifier ça sur le continent même. C'est là où je dis qu'il faut être modéré et il faut avoir conscience aussi de certaines réalités qui ne seront pas modifiables. Après, je ne serais pas d'accord. Pourquoi? Parce que je pars du principe que ceux qui sont sur le continent, pour l'instant, sont encore dans l'aliénation culturelle occidentale. C'est pour ça que je dis, des fois, on veut revendiquer la tradition. Complexe d'infériorité, c'est ça? Il y a le complexe d'infériorité, il y a le fait que la culture dominante n'est pas la nôtre pour l'instant. Aujourd'hui, il y a certains Afros ou certains Africains sur le continent qui rejettent leur tradition et leurs croyances. Parce qu'on nous a appris que tout ce qui était noir était mauvais, tout ce qui était blanc était pur. C'est là où je dis on doit d'abord déconstruire l'imaginaire. Mais pour déconstruire, c'est ceux qui ont accès à l'information qui vont devoir vulgariser la chose pour ceux qui ne peuvent pas accéder, par exemple, à des livres comme nous aujourd'hui, on a la possibilité de lire plusieurs livres. Ils n'ont pas cet accès-là. Maintenant, on ne peut pas penser qu'ils sont en train de mettre en valeur les traditions africaines parce que le monde est dominé par l'ingénierie sociale occidentale. Que tu sois à Ouagadougou, que tu sois à Kinshasa, quand tu regardes la télé ou tu vois les réseaux sociaux, tu dis « Waouh, je dois aller à la Tour Eiffel ». C'est-à-dire que Sankara le disait à l'époque, la domination culturelle est la moins coûteuse et la plus efficace. Ils mettent des moyens et nous on regarde et comme on ne peut pas riposter, on se fait dominer. Nous on se bat pour changer ça en fait. Là où je suis un peu perdu, ce que tu dis c'est très intéressant, mais là où je suis un peu perdu, c'est où est le lien entre l'hégémonie culturelle via le soft power occidentale et la culture du secret local? La culture du secret, on peut la maintenir parce que ceux qui n'ont pas accès à l'information, ils vont rester sur ce socle-là qu'ils ont eu autour d'eux dans leur environnement. Mais quand on arrive à faire ce genre de débat qu'on fait aujourd'hui et que c'est regardé, ça pousse ces jeunes-là à se dire on peut avoir une autre vision de la conception du monde qu'on a toujours vu. C'est ça, il prend presque le livre en fait, à l'envers parce que Milan, il fait exactement le chemin inverse et il va à travers de l'information. Donc c'est intéressant. C'est presque comme si tu donnais une solution mais sans spoiler le livre. Vous voulez nous lire un passage qui fait écho à cette thématique du secret? Là, en tout cas, même au-delà du secret, mais au fait que Milan, en fait, soit dans ce qu'il appelle lui-même le trouble des origines. C'est quand il dit, donc, au début, lorsque mon père avait présenté, et en plus intéressant parce que ça parle des ethnies, enfin, bref, etc. Au début, lorsque mon père avait présenté ma mère à ses parents, ils avaient eu un choc. Leur fils avec une africaine, ils n'étaient pas racistes, mais de là à avoir une belle fille noire. Et puis quand ils avaient compris que la relation était sérieuse et aucunement négociable, ils avaient pris sur eux. Et au fil des années, avaient accepté ma mère au point de finir par l'aimer comme leur propre fille. Mais ils ne s'intéressaient pas à sa vie avant la France. Par pudeur peut-être, ou probablement par indifférence. Et donc il avait fallu, après, des milliers de morts, c'est ce qu'il explique, des millions de réfugiés, une somme incalculable d'articles dans la presse, des quantités de reportages à la télévision, pour que cette simple question puisse enfin être formulée.
C'était parfaitement inédit. Je sentis mon pouce accélérer. Je guettais, fébrile, la réponse de ma mère. « Oh, vous savez, ça ne date pas d'hier. Il y a des massacres depuis longtemps. Disons que c'est une longue histoire. » Oui, j'imagine bien, mais cette fois, tout de même, ça prend des proportions. Je veux dire, cette guerre entre les tribus, je ne retiens jamais. C'est quoi, c'est comment encore? Les Tutsis et les Tsitsis? Les Hutus et les Tutsis, Geneviève, l'a reprise mon grand-père, embarrassé par le manque de tact de sa femme. On nous en parle depuis tous les jours, depuis 3 mois. Ce n'est quand même pas compliqué, les Hutus et les Tutsis. Et puis, ce ne sont pas des tribus, mais des ethnies. Ah oui, c'est ça, les Hutus et les Tutsis, a-t-elle dit sans se formaliser pour autant. Déjà, on ne comprend pas bien qui sont les gentils et les méchants. Et puis cette barbarie, tout de même, à la machette, des femmes, des enfants, c'est inimaginable. Voilà. Donc là, merci pour cette agréable lecture qui nous permet de faire une transition entre d'un côté le rôle, le poids du secret, et de l'autre le rôle, la construction de la mémoire collective et son impact sur la parole. Voilà, sur les individualités, la mémoire collective. S'agissant par exemple de nous autres les afros, je vais faire un petit pas de côté, est-ce que vous estimez que le récit, là on parle du génocide, mais le récit de l'esclavage, comme certains s'évertuent à le livrer matin, midi et soir, est un élément qui nous permet de nous construire positivement, ou à l'inverse mériterait peut-être, comme là en l'espèce, d'être mis sous le tapis, sous le sceau du secret, par souci de construction positive? Après, je pense que l'histoire des Noirs doit être racontée par des Noirs. On nous raconte cette histoire avec un prisme qui n'est pas le nôtre. J'ai fait lire un livre à un jeune frère, il me disait qu'il ne connaissait pas Amilcar Cabral, il ne connaissait pas Kwame Nkrumah, mais il connaît Napoléon, Charlemagne. C'est pas son histoire. Maintenant, on est dans des pays à dominance occidentale, par exemple en Europe. On ne va pas imposer au système scolaire de nous apprendre l'histoire des Noirs. C'est aux parents, c'est dans d'autres organisations qui doivent s'organiser pour nous donner l'histoire des Noirs. Comme je dis souvent, j'étais bon en histoire-géographie au lycée. J'apprenais tous ces noms qu'on nous apprenait, mais c'était des noms un peu bidons pour moi. Aujourd'hui, j'ai fait une déconstruction de mon imaginaire. Déjà, j'ai commencé par me créer une bibliothèque noire pour pouvoir avoir des références. Quand j'ai envie de parler de psychiatrie, je vais aller chez France Fanon, alors que je vais aller voir Gustave Flaubert. Il va apporter quoi? C'est pour ça que je dis, en fait, cette histoire-là, on ne doit pas la mettre de côté. On doit en parler de façon, je sais, c'est normal. Non, mais on ne peut pas mêler les deux, parce que dans le Flaubert, il y a de l'universalité. Oui, mais après, très souvent, quand on fait des recherches, on a beaucoup de surprises. Donc, j'ai appris à faire des recherches sur ceux qu'on avait mis en avant à une époque. Aujourd'hui, je préfère plutôt me baser sur ceux qui sont comme moi, mes semblables. Après, je ne néglige pas les autres. On peut les utiliser à tout va, mais je préfère valoriser les miens d'abord. C'est bien de le préciser. Maintenant, je pars du principe aussi qu'on ne doit pas forcer aux autres de nous parler de notre histoire. On doit pouvoir trouver des endroits où on va nous-mêmes parler de notre histoire avec notre prisme à nous. Parce que très souvent, on nous parle de l'esclavage à l'école, je ne sais plus, en 3e. C'est un chapitre, évacué rapidement. Maintenant, les enfants afro qui sont en Europe, leur première rencontre avec l'histoire de l'Afrique, c'est quoi? L'esclavage. Ça crée des complexes. C'est pour ça que je dis, je donne des cours à la CACEA. J'ai un gosse qui avait été traité de sale noire à l'école. Quand il vient dire ça à sa maman n'arrivait pas à lui expliquer les choses. Donc il m'appelle en panique et il me dit, ouais, mais mon fils, on l'a traité de sale noire, je n'arrive pas à échanger avec mon fils. J'ai parlé avec son fils pendant quelques minutes, j'ai dit à son fils, tu n'as pas besoin de te sentir offensé quand on te traite de sale noire. La personne qui te traite de sale noire doit avoir un complexe. Mais maintenant, tu dois dire que tu n'es pas un sale noir, tu es un noir intelligent. Je valorise le garçon. Et à la fin, je lui montre la photo de tout ça à l'ouverture. Je lui dis, il est comme toi. Je change l'imaginaire du gosse. Je lui dis, quand tu rentres à l'école, tu demandes à ce petit-là s'il connaît tout ça. C'est pour ça que je dis, on n'a pas les éléments de réponse. Et comme on n'a pas ces éléments-là, on est souvent tétanisé face à des situations de la société de tous les jours. Ça sera à nous de faire le travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce type d'émission où on a la possibilité de mettre en avant des auteurs qui parlent de nos réalités est une bonne chose. Je te remercie. Et les autres, concernant le rôle du récit de l'esclavage sur la construction? Moi, je rejoins ce que dit le frère, étant donné que si on doit se repositionner par rapport au livre et le passage que la sœur a lu, il est révélateur dans le sens où lorsque c'est Geneviève qui qualifie les Tutsis et les Tsitsis, c'est révélateur dans le sens où il y a une méconnaissance de l'histoire, il y a une méconnaissance du génocide. Et c'est vrai que l'historiographie, elle est
elle est émise par les bourreaux. Et au final, ça biaise la réalité. Parce que si on reprend le cas du génocide, lorsque dans l'inconscient collectif de la plupart des foyers européens, lorsqu'ils voient les images des massacres, 94, 100 000, enfin 1 million de morts en l'espace de 100 jours, l'image qu'on a, que les foyers ont, c'est des tribus qui se massacrent à coups de machette, des sauvages. Alors qu'il y a toute une narration, il y a des tenants, des aboutissants qui font qu'on arrive à cette situation de violence. Mais ce qu'on oublie de comprendre, et ce qui est omis plutôt par les sociétés occidentales qui diffusent ces images en boucle, hein, à ce moment-là, c'est qu'il y a les intérêts encore des anciennes puissances coloniales qui sont en jeu. Et que si les Hutus massacrent les Tutsis, c'est bien parce qu'il y a eu des colons allemands et belges au préalable qui sont venus exacerber des différences, transformer un clivage social en un clivage racial et créer de l'animosité entre deux groupes qui à la base vivaient en parfaite harmonie. Mais ça on ne le dit pas. On omet cette partie-là et on met en avant des cadavres. Bon, donc, après c'est pas racial. Hein. À partir du moment où on a mis sur les cartes d'identité Hutu et Tutsi, qu'on l'a formulé ainsi, ça devient racial. En fait, il faut qu'on apprenne à définir les mots avec nos propres langues. C'est difficile. Quand tu parles de race, entre noirs, race, moi ça me pose problème. Non, en fait, si j'utilise cette étymologie-là, c'est dans le sens, c'est pour qu'on puisse se comprendre tous ensemble. Voilà. Maintenant, le terme racial, il ne faut pas se focaliser sur le terme en lui-même. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière. C'est le fait de séparer deux groupes et d'alimenter une hiérarchisation des groupes, si on peut dire. On peut aller sur du tribalisme alors. On peut mettre le terme tribalisme, mais c'est vraiment pour comprendre l'impact de cette différence-là, de ce clivage. Parce que les Belges ont mis en avant les Tutsis, en disant qu'ils étaient plus intelligents. Exactement. Qu'ils devaient coloniser les autres. C'est ça. Mais ça reste deux populations noires. Ça reste deux populations noires, mais moi, vraiment, le point sur lequel je voulais appuyer, et je trouvais que pour cela, cet ouvrage-là, même si pour moi ça reste timide dans le sens des responsabilités, que ce soit au niveau de la responsabilité de la France, la responsabilité des États-Unis, de l'ONU, ça reste pour moi timide en termes de rôle, ce qu'ils ont vraiment fait on va dire derrière les coulisses. En sous-main. Voilà. Mais ça donne une porte sur n'importe quelle personne qui souhaite vraiment s'intéresser sur le génocide. Actuellement, la bibliographie, elle est très riche sur le génocide. Donc, toute personne qui a vraiment la volonté d'aller constater la vérité de comment le génocide a été installé, il a la capacité, il a les outils, il a les retours. Voilà, tout est assez dense. Mais justement, maintenant, pour terminer, dans le livre, Gaël Faye, peut-être volontairement, a décidé d'y aller à tâtons, de ne pas vouloir incriminer directement les anciennes puissances coloniales parce que, voilà, il y a tout un contexte. Je ne suis pas à sa place, je ne vais pas parler pour lui, mais pour moi, ça reste timide. Par contre, l'intérêt, c'est que ça ouvre une porte au débat, ça ouvre une porte à la recherche, et ça nous sort de cette caricature de deux groupes ethniques qui viennent juste se massacrer. Parce que derrière, il y a des enjeux géostratégiques. Là, tu as ouvert merci, hein, tu as ouvert un autre sujet sur lequel j'espère que je vais pouvoir revenir après. Est-ce que tu as un regard à porter sur le rôle de la mémoire de l'esclavage dans la construction de soi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit mettre sous le tapis ou qu'on doit narrer en mettant essentiellement en avant des figures héroïques du type Toussaint Louverture? Non, mais je pense qu'il faut éviter un maximum de non-dits par rapport à notre histoire. Puisque Milan, dans l'ouvrage, il est obsédé par le secret. Il sent que sa mère ne lui dit pas tout. Il sent que sa mère lui cache des choses. Et du coup, ça devient une obsession pour lui. Alors que potentiellement, si sa mère avait pris le temps de lui expliquer le traumatisme qu'elle a vécu, le traumatisme qu'a vécu son pays d'origine, et de dédramatiser la situation pour que son fils puisse l'accepter et le digérer, probablement qu'il aurait eu d'autres attitudes. On ne va pas spoiler l'ouvrage, mais en tout cas,
le secret a eu un conditionnement néfaste, pour reprendre l'expression de Mohamed, pour ne pas dire dévastateur, sur la construction du personnage. Maintenant, concernant la communauté noire et la transmission d'une mémoire vive, que ce soit par rapport à l'esclavage ou à d'autres thématiques, ben, je pense que c'est indispensable pour 2 raisons. La première, pour comprendre aujourd'hui. C'est compliqué de comprendre aujourd'hui sans maîtriser ce qui s'est passé hier. C'est quasiment impossible. Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe avec les béquets, actuellement en Martinique, en Guadeloupe, sans comprendre le contexte de l'esclavage. Donc, pour comprendre ton présent, il faut maîtriser ton passé. Ensuite, le second point, pourquoi il faut transmettre ce savoir, cette histoire, que ce soit l'esclavage ou d'autres points centraux, c'est pour permettre aux femmes et aux hommes de savoir où est-ce qu'ils vont aller. En maîtrisant ton passé, tu sais dans quelle direction tu vas aller. Et du coup, tu peux éviter des pièges dans lesquels tes aïeux sont tombés jadis, parce qu'ils n'avaient pas les informations dont toi tu disposes aujourd'hui. Raison pour laquelle c'est très important de transmettre l'histoire et d'avoir, pour rejoindre Maestro, des personnes légitimes pour la transmettre. Parce que moi j'ai toujours la question que je pose, c'est qui te paye? Moi, je ne peux pas accepter qu'un blanc m'apprenne mon histoire. Parce qu'il n'est pas légitime pour m'expliquer mon histoire. Ok. Ce qui est intéressant dans ce livre aussi, c'est que... Attends, elle a dit une phrase Pardon. d'une importance capitale. Mais parce qu'en fait, justement, tu t'inscris un petit peu sur cet aspect-là dans la narrative ou dans le positionnement politique des woke, ou de celles et ceux qui estiment que la vérité ne peut être qu'entendue dès lors que celui qui la porte incarne cette vérité. C'est-à-dire de l'extérieur, tu ne peux pas la porter. C'est-à-dire les femmes, le discours féministe et la critique qui s'accompagne doit être porté uniquement par des femmes, le discours sur le racisme uniquement par des noirs, le discours sur la lutte des classes par des... Tu comprends? En gros, tu t'inscris dans cette narration-là ou pas? Je ne m'inscris pas dans cette mouvance woke. Okay. Moi, je ne suis pas dans une mouvance woke. Moi, la mouvance qui l'amène, c'est la légitimité. Comment un blanc peut venir m'expliquer l'histoire de mes ancêtres? Comment c'est possible? Est-ce que moi, je peux aller voir un breton et lui expliquer l'histoire de la Bretagne? Possible. Donc pourquoi l'inverse serait possible? C'est une question de légitimité. On n'est pas sur le wokisme, sur un mouvement quelconque. Moi, c'est leur discours. Hein. Ça, Crois-moi, c'est leur discours. Ça, c'est leur réalité. Okay. Grand bien leur face. Moi, je ne sais pas ce qui motive ces femmes et ces hommes aux cheveux bleus. Moi, je ne suis pas sur ces considérations. Je te dis que moi, mon obsession, c'est la réciprocité. Et qui dit réciprocité dit ce que je ne te fais pas, tu ne me le fais pas. Jusqu'à preuve du contraire, l'histoire de France, elle est racontée par des Blancs qui sont des héritiers directs de cette histoire et qui sont les conservateurs de cette histoire. Et c'est important que ça existe. Inversement, il faut accepter que l'histoire des Noirs soit racontée par des Noirs qui sont des héritiers directs de cette histoire et qui sont eux-mêmes des conservateurs de cette histoire. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de mouvement woke. Ça, c'est des pièges pour plus ou moins détourner l'attention des problèmes fondamentaux. Okay. Quand tu vois la mémoire juive, c'est pas des Japonais qui la racontent, la mémoire juive. C'est pas des Colombiens qui la racontent, la mémoire juive. C'est des Juifs eux-mêmes, qui sont des descendants directs ou non de leur histoire et qui sont les dépositaires et les conservateurs de leur histoire. Personne qui parle à leur place. Pourquoi nous, il y a des gens qui parlent à notre place? En fait, avec ce que tu dis, enfin, je suis d'accord avec ça. Maintenant, le problème avec l'histoire des Noirs, c'est pas forcément le fait qu'elle soit racontée par des Blancs. Pour moi, le problème, il est pas là, en fait. Elle peut être racontée par des Blancs peuvent faire le travail sur l'histoire des Noirs. Le problème, c'est que l'histoire des Noirs, la référence, c'est-à-dire que l'historiographie, elle doit être faite par des Noirs. Mais ça n'empêche que des Blancs peuvent travailler sur l'histoire des Noirs. Mais c'est juste qu'actuellement, la référence, c'est l'histoire des Noirs racontée par des Blancs. Et les Noirs qui vont travailler sur l'histoire des Noirs, on va leur dire « référez-vous à ce qui a été fait par les Blancs sur votre histoire ». Et c'est là où ça pose problème. Si on arrive aujourd'hui à un stade où les historiens noirs font référence sur l'histoire des Noirs, il n'y a pas de problème. Travaillez tous sur l'histoire des Noirs. Oui. Mais la référence reste les historiens noirs, parce qu'ils sont légitimes. Mais moi, je ne suis pas dans cet extrémiste, entre guillemets, de me dire si un Blanc il parle de l'histoire des Noirs, je ne l'écoute pas. Il peut travailler, faites des travaux. Faites des travaux s'ils sont rigoureux,
ils sont sourcés, ils sont vérifiables, vérifiés, il n'y a pas de souci. Par contre, que tu ne viennes pas dire que mon travail, c'est la référence sur un peuple qui ne me concerne pas. Du coup, Et je pense qu'il est là le problème avec l'histoire des Noirs. Si on fait l'inverse, des Noirs qui racontent l'histoire des Blancs, tu penses qu'ils vont le prendre comment? Mais non, mais ils le prennent comme ils veulent. Mais ce que je dis, c'est que concernant l'histoire des Noirs, ça doit être des historiens noirs qui font référence, qui ont autorité, et pas le contraire. Et là, à l'heure actuelle, on n'est pas dans ça encore. On n'est pas dans ça. Toute l'historiographie, elle est tournée. C'est comme s'il fallait une validation des historiens blancs sur l'histoire des Noirs. Et c'est ça le problème. Mais Mohamed, moi je vais dans ton sens. Moi, si tu veux, initialement, moi je rêve d'un monde, c'est une utopie que je partage publiquement, où il n'y a même plus de différence entre noir et blanc. C'est-à-dire qu'on interagit entre humains, avec bienveillance, avec respect et courtoisie. Moi, c'est mon aspiration la plus absolue. Un monde où c'est l'amour qui triomphe. C'est plus ta couleur de peau, sa couleur de peau, la mienne. Malheureusement, on est dans un système où il y a la white suprématie, mon frère. Exact. La suprématie blanche. Je crois que si ce n'était pas des Arabes qui meurent en Palestine, les Européens sont déjà intervenus pour empêcher le massacre. Exactement. Là, on voit aujourd'hui un génocide parce que c'est des Arabes qui meurent. Ça avait été des Suédois, ça avait été des Allemands. Je crois que les Occidentaux ne seraient pas intervenus. Donc en fait, on n'a pas le choix. Ces gens-là, dans leur barbarie la plus absolue, ne nous laissent pas le choix. Parce que la conception qu'ils ont de toi et moi, c'est que nous sommes des êtres inférieurs. Nous sommes des macaques. Donc qu'est-ce que je vais lire leur livre, moi? Qu'est-ce que je vais donner du crédit à leurs pensées nauséabondes? Non, c'est pas donner du crédit. Hein. Moi, je te dis, mes sources, je les connais, mes sources. Moi, je ne peux pas donner du crédit à quelqu'un qui me dit que Gobineau, bien sûr, c'est un auteur notable. Bien sûr, on est tout à fait aligné sur donc, sur comment ce point-là. comment je peux, moi, m'appuyer sur des historiens qui citent Pétré Grenouillot? Exact. Bon, après, il faut bien comprendre. Là, moi, je dis pas de m'appuyer sur des historiens ou des scientifiques qui ne sont pas noirs sur notre histoire. Je dis juste que le problème qu'on a actuellement avec l'histoire des Noirs, c'est que les références, l'histoire qui fait autorité, l'historiographie, elle n'est pas maîtrisée par des Noirs. Oui, c'est ça le problème. Maintenant, si d'autres communautés décident de travailler, de faire des travaux sur l'histoire des Noirs, faites vos travaux. On consulte ou on ne consulte pas. Mais ça ne doit pas être la référence qui fait que quand, par exemple, Cheikh Anta Diop il va au colloque du Caire et il expose ses vérités, on lui dit ouais, ça tient la route, mais par contre, vu qu'on ne valide pas, bah non. En gros, si je vulgarise, c'est ça. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on doit être en capacité, parce que la mondialisation, elle est réelle. On ne peut pas se dire on sectorise, on balkanise et il n'y a plus de flux, il n'y a plus de transmission. Non, tout est mondialisé. Donc forcément, il faut des références. Et au niveau de l'histoire des Noirs, on doit être en mesure d'être nos références. Maintenant, les autres peuvent travailler sur nos. Mais moi, j'interdis pas aux autres de travailler sur nous. C'est pas mon propos. Moi, mon propos, c'est pas de dire occidentaux, vous n'avez pas le droit de travailler sur nous. Ils n'ont pas attendu ma personne pour faire ce qu'ils ont à faire. Je dis, ils massacrent des gens en disant que c'est normal parce que c'est leur territoire, même à 10 000 km. Ces gens-là n'ont pas attendu ma personne. Va demander aux Amérindiens, il en reste 5. Et on a fait des films pour dire que c'était eux les méchants dans les cow-boys. C'est ça. C'est pas grave, ils m'ont pas attendu. Maintenant, ce que je dis aux miens, c'est que ces gens-là ne sont pas bien intentionnés. Ils font des films pour dire que les méchants, c'était les Indiens, alors qu'ils sont venus chez eux. Bientôt, ils font des films pour dire que les Palestiniens, c'est eux les méchants. C'est ça. Donc, ne les écoutez pas. Après, vous pouvez faire vos films, vos livres. Bien sûr. Moi, ça ne m'intéresse pas. Bien sûr. Bon, mon positionnement, il est clair. Chacun peut faire ce qu'il veut. Mais quand je sais que vos intentions ne sont pas louables, elles ne sont pas notables, ça ne m'intéresse pas. Comment fais-tu pour deviner l'intention? Tes sources. Juste, moi, j'ai fait un débat avec des jeunes la dernière fois dans le conflit israélo-palestinien. Quand on grandissait en France, on nous disait que les méchants, c'était la Palestine. Mais quand tu fais des recherches et tu vois dans l'historique, bah, tu comprends que ce n'est pas le cas. Mais on nous a fabriqué un imaginaire collectif où on pointait toujours du doigt en disant que c'est toujours les Palestiniens qui sont les mauvais. C'est pour ça que je dis qu'on a besoin à un moment donné d'avoir nos propres références pour qu'on ait une histoire qui est la nôtre. Et en fonction de ça, prendre des positions ou pas. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes changer la tendance et je me dis, ils commencent à comprendre qu'on nous a arnaqué au niveau de l'histoire. D'accord. Est-ce que vous pouvez me citer un grand nombre d'historiens ou d'intellectuels qui, dans ses ouvrages, ne citent que des afros? Je parle d'un nom afro. Qui citent que des afros. Silence assourdissant. Donc on ferme la parenthèse. Mais j'ai pas compris le sens de la question. Moi, j'ai pas compris le sens de la question. Là. Moi, j'ai pas compris non, le sens de la question.
comme il évoquait, on est dans un monde mondialisé, les sources sont multiples, et qu'on le veuille ou non, l'Occident, par l'intermédiaire de son élite, depuis la Renaissance et son accès à l'écriture, a une longueur d'avance en termes de production intellectuelle. C'est un fait indiscutable. Donc, est-ce qu'au nom de la fierté identitaire, on doit se dire non, on ne doit pas prendre en référence parce que forcément son intention est mauvaise, ou alors on peut extraire à la couleur de peau et essayer de se dire bon, qu'est-ce qu'il dit? Déjà, je vais examiner la rationalité de ce qu'il dit. Est-ce que ce qu'il dit est rationnel ou pas? Si ce n'est pas rationnel, je vais y voir éventuellement une intention négative. Si c'est rationnel, non seulement ça peut m'enrichir, mais en prime, je peux l'utiliser à bon escient, comme l'a fait Cheikh Anta Diop, et ensuite inverser éventuellement un certain rapport au monde, notamment sur la question raciale. Moi, c'est pas ça mon propos. Moi, mon propos, c'est pas de ne pas s'intéresser à ce qui est proposé par un blanc. C'est pas ce que j'ai dit. Exact. J'ai dit, je répète, j'ai dit, un homme blanc ne peut pas m'apprendre mon histoire. C'est à mes ancêtres. Oui, mais comment tu sais ça? C'est ça ma question. Ben, je t'explique pourquoi. Ok. Mon raisonnement, il est très simple. C'est à mes ancêtres et c'est au mien de me transmettre mon patrimoine culturel, spirituel. Oui. C'est pas à des personnes qui ont eu des attitudes de barbares Oui. de venir m'expliquer ce que je suis. Parce que nécessairement, dans leurs propos, Oui. il y aura une description qui sera négative pour justifier ce qu'ils ont fait. Mais c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Cheikh Anta Diop. Il s'appuie sur des références. Non, blanches, sur ça, occidentales. on est d'accord. Hein. Pardon. Bon, en tout cas, sur ça, Après, on est après, d'accord. s'appuyer sur les références, c'est pas le souci. non, mais Là, on c'est- parle de la transmission. Je te parle de la historique. transmission. Ouais, Historique. mais la référence, c'est une transmission. Pas nécessairement. Pas nécessairement. En fait, Quand il te dit, oui. même au Mutunde, quand il te cite Hérodote, Ouais. Hérodote qui a parlé des Afros, Oui. c'est une référence blanche, Hérodote, jusqu'à preuve du contraire. Mais non, mais c'est pas ça que je En veux fait, dire. là, on ne se comprend pas. Là. Non, non. On se comprend pas. Bon, amalgame, c'est pas grave. En tout cas, on comprend que c'est pas la couleur de peau qui détermine l'intention Exactement. du contenu d'un ouvrage. On est tous d'accord là-dessus. Bah oui. Mais évidemment. Mais, complètement. Milan, c'est en allant au Rwanda et en découvrant l'existence de sa grand-mère qui croyait morte, qui décide, alors qu'il est dans une position d'ignorant, qui décide de s'accrocher à toutes les micro-informations petit à petit pour construire son identité. On a beaucoup parlé là depuis l'émission, le début de l'émission, de la posture de celui qui ne sait pas. Ouais. Et lui, en fait, Gaël Faye, j'ai l'impression, pas qu'il dédiabolise ça, mais qu'il dit bah, c'est pas grave, Milan il sait pas, il est même à contre-courant presque au début de l'histoire, mais il n'en fait pas une fatalité. Il va à la rencontre de son histoire, il décide d'y aller, et la personne qui l'encourage le plus, parce qu'il est métis Milan, c'est pas sa mère qui est rwandaise, mais c'est son père qui est français. C'est lui qui le soutient. Et voilà, je ne vais pas spoiler, mais ça se confirme avec plusieurs épisodes dans le livre. Ah, très intéressant. Et est-ce que vous y voyez, parce que ce que tu as souligné, c'était ce manquement dans le roman, c'est-à-dire à aucun moment la responsabilité de coulisses de Souma n'a été ne serait-ce que effleurée. Est-ce que vous y voyez une forme pour l'édition Grasset, volontaire ou pas, d'instrumentalisation de l'œuvre de Gaël Faye au profit de la narration justement occidentale? Après, Et si vous pouviez impressionner vos interlocuteurs tant par la finesse de vos raisonnements que par la puissance de vos arguments. Je suis venu vous livrer une méthode 5 étoiles qui va vous permettre d'acquérir cette compétence, qui vous permettra de structurer vos idées avec clarté et précision. Elle vous permettra également d'argumenter avec persuasion et conviction. Inscrivez-vous dès maintenant si vous êtes déterminé à transformer votre vie en prenant enfin possession de vos pleines capacités intellectuelles. bon, ça c'est. Je sais pas, bon, il y Ça a serait un des- peu complexe, mais en général, hein, ça c'est mon opinion. Ouais. Celui qui publie ou celui qui finance a une orientation. Ok. C'est là où je dis en fait, à un moment donné, la prise de position, à chaque prise de position, on prend des risques. Soit on se positionne totalement et on dit la vérité telle qu'elle est, ou soit on ne le fait pas. Ok. C'est pour ça que je dis on est dans un monde capitaliste. Donc on pense souvent aux gains.
Après, je pense qu'il a été orienté sur cette partie-là. Mais Sur moi, ça c'est mon opinion. moi, je pense qu'il n'a même pas pensé à tout ça. Il a délivré un roman. c'est ça que C'est un roman qui parle un peu de lui, parce Ouais. qu'on comprend que c'est À demi-mot, c'est semi-autobiographique. semi-fiction. Ouais. Après, je pense qu'il y a des parties qui sont inventées, mais je pense qu'il n'est même pas dans une logique de dénonciation, de militantisme, de partage de vérité. Il est dans une singularité qui est la sienne. C'est une plume. C'est devenu un auteur là qui, pour le coup, est en passe de peut-être avoir le concours, qui est l'un des prix les plus prestigieux. C'est pas rien. Et ça passe par un discours policé, ça passe par un discours neutre. Et il faut apprécier ça comme c'est, et pas faire un transfert de ce qu'on aurait aimé éventuellement voir à l'intérieur, parce que ça, c'est pas du tout le projet du livre. Exactement. C'est vrai que c'est pas un livre d'histoire, c'est un pas roman. histoire, c'est un C'est un roman. roman, c'est pas un livre d'histoire. C'est un Maintenant, roman. voilà, on sent quand même qu'il y a ce désir de conscientisation. Parce que Oui. il a mis quand même quelques tout l'objet du quelques petits signes en fait, Bien sûr. Tout l'objet qui du vont laisser comprendre que c'est pas ce qu'on nous présente à C'est première vue. Mais après, c'est vrai que moi, par rapport à ma sensibilité, bon, ça reste subjectif. Je me dis, ça reste timide. Ça reste timide parce qu'il aurait pu aller un peu plus loin. Parce que quand on est dans le roman aussi, quand on est dans le romanesque, on peut utiliser, vu que c'est des personnages, Exactement. on peut utiliser certains personnages pour, entre guillemets, partir au charbon à notre place. Bien sûr. Et puis après, contrebalancer avec d'autres Contrebalancer. personnages. Exactement. Donc il aurait pu aller sur ce terrain-là, mais s'il aurait fait Après, ça, est-ce qu'il est est-ce qu'il militant aurait eu le succès qu'il a maintenant Mais pas du tout. en termes c'est ça, de voilà. promotion, C'est de ça, prix c'est littéraires la question. et de prix concours? Nous sommes en France. Nous sommes en France. Pour avoir du succès, il faut être tiède. C'est ça. Il y a des communautés dont il ne faut pas parler. Il y a des sujets dont il ne faut pas parler. Il y a des codes, il y a des codes, Il y a des codes à respecter. Le succès, c'est une construction en France. C'est pas. Tu sais, c'est comme aujourd'hui, on dit oui, musicalement, les textes des rappeurs sont appauvris. Ouais. Tout ça, ça a été étudié. C'est-à-dire que vous regardez des morceaux de rap dans les années 2000, il y avait 3 couplets. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2 couplets. Exact. Pourquoi? Parce qu'on veut streamer un maximum. Donc plus le morceau est court, plus ça laisse une frustration, plus on relance le streaming. À l'époque, vous avez beaucoup de mots dans les morceaux. Là, on a très peu de mots, on a beaucoup plus de gimmicks. Donc tout ça, c'est calibré, c'est réfléchi. Ce qui se passe dans l'industrie musicale, c'est ce qui se passe aussi dans l'industrie du livre. Ouais, ça reste l'art. Ça Ça reste reste l'art. là. Donc il y a une volonté clairement assumée d'avoir des sujets policés, de temps en temps un peu épicés, on va mettre un peu de harissa, histoire de dire, voilà. Mais on froisse personne. Exactement. Vous connaissez un pays qui n'a pas d'interdit? Non, c'est pas une question d'interdit. C'est pas une question Non, d'interdit. c'est pas propre à la France. Non, mais le c'est monde pas, entier. c'est pas pas une question propre à la d'interdit. France, mais après. Mais la censure, l'interdit, c'est la même Non, chose. après, Policier, pas après, policier. je pense qu'on est dans un écosystème où, Oui. si on veut être audible, Oui. il faut essayer d'être policier, comme l'a dit Beko vient de le dire, c'est ça, il faut être policier. Ok. Le discours que moi je peux avoir sur certaines questions, Oui. bah, je ne pourrais pas le dire partout. Parce que les gens qui vont m'écouter ne sont pas les mêmes. Il faut manger, il faut être pragmatique. Pas forcément Pas manger forcément. pour moi, mais il faut essayer d'enjoliver pour que tout le monde puisse t'écouter. Moi, je partageais une anecdote que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps. J'intervenais sur un dossier médiatique et une journaliste qui me contacte par rapport à ce dossier me dit on va vous inviter en direct sur le plateau pour que vous puissiez parler de l'affaire. Donc j'avais un accord avec elle. Je lui avais dit si il y a vraiment une émission en direct, j'accepte. Je ne donnerai pas d'autres interviews ailleurs. Comme ça, vous aurez la primeur et l'exclusivité. Elle me dit bon, deal, parfait. 3-4 jours après, non, 4-5 jours après, pardon, elle me rappelle, un peu désabusée, en me disant Maître Tabula, je suis désolé, ma hiérarchie décide de revenir sur ce qui a été convenu. On vous propose un enregistrement, mais plus le direct. Moi, je lui dis, chère madame, moi je le savais, c'est juste que vous n'étiez pas au courant de qui je suis. Eux, ils ont fait leur recherche par vous. Ils ont tapé mon nom, ils ont vu les prises de position qui sont les miennes. Ils ont décidé de pas me donner du crédit en direct. C'est de bonne guerre. J'ai refusé d'y aller, comme ils ont refusé de me donner le direct, et ça reste bon enfant. Donc j'aurai jamais le succès que d'autres auront, mais après c'est des choix de vie. C'est ça, Donc du moment que c'est assumé, du moment que c'est clair, net et précis, pour moi c'est ça le plus important. Et il faut rendre hommage à Gaël Faye parce que même si il est tiède, il est lisse, il a ce mérite d'exister. Moi j'aime beaucoup sa musique, j'aime beaucoup ce livre, et je trouve que il sensibilise à son niveau
sur la réalité des Grands Lacs, sur la réalité du Rwanda, même si je trouve qu'on l'entend jamais parler de Kagame, on l'entend jamais, Bah, il peut pas. on l'entend jamais parler Congo, en du face. massacre à l'est du Congo Exactement. et du M23 et de ses méfaits. Peut-être qu'un jour il en parlera, peut-être qu'un jour il dénoncera aussi ces injustices, mais pour l'instant il se concentre uniquement sur le Rwanda et pas le pays voisin. Bon, il a ses positions, il a ses raisons, mais en tout cas il faut lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un de talentueux. Très bien. Après, juste parler du pays voisin peut lui causer beaucoup trop de dommages, je pense. C'est ce qu'on appelle du pragmatisme politique. Alors, dernier virage sur notre discussion autour du rôle, ça c'est une thématique qui revient très souvent dans la littérature, du rôle des enfants dans l'héritage et notamment dans le souci de la justice. L'exemple en littérature occidentale le plus connu, c'est le Cid de Corneille avec l'enfant Roderick, qui doit venger son père. Est-ce que les enfants, et c'est une thématique qui est abordée, ont vocation à venger les torts au nom d'une idée de justice subie par leurs parents? Je lis l'extrait et ensuite je vous laisse la parole. Dans 10 ans, quand le chat sortira de prison, je l'attendrai. Lui qui n'a pas demandé pardon aux victimes, ni aux miens, ni même à moi. Je l'attendrai quand il rentrera de son champ ou de sa messe. Je l'attendrai quand il viendra, joyeux de chez ses parents, ou complètement ivre du cabaret. Je l'attendrai. Il me trouvera sur sa route un jour ou une nuit. Il me trouvera face à lui et je l'obligerai à se mettre à genoux et à demander pardon aux victimes, aux miens. Ensuite, je le tuerai. Ce jour-là, mon cœur sera enfin apaisé. Et pour ça, j'ai besoin de votre aide. Donc le rôle des enfants dans cette idée de sens de devoir au nom de l'honneur familial, au nom d'une injustice qui n'aurait pas été suffisamment lavée. En tout cas, dans le cas du chat, il y a une espèce de tribunal populaire qui l'envoie en prison, mais la colère de... c'est Claude qui parle, là, il me semble. Sa colère à lui réside uniquement, avec de gros guillemets, dans le fait qu'il n'ait pas dit pardon à ce moment-là. Juste qu'il n'ait pas dit pardon. Ça veut dire que ça ne suffit pas qu'il ait été... c'est la symbolique. C'est très symbolique. Voilà. C'est l'ego. Oui, c'est l'ego à ce moment-là qui on va parle. voir après sans spoiler, mais un petit peu quand même, que c'est ça qui lui tient plus à cœur, plus même que de le tuer finalement. C'est vraiment... il faut qu'il y ait un équilibre moral en fait qui soit rendu, plus qu'une espèce de loi du talion. Transgénérationnel. Oui, complètement. Un autre avis là-dessus? Après la vengeance des enfants, je pense pas. Après, ça dépendra de la construction de l'enfant. Oui, voilà. Parce que quand vous parliez du conflit israélo-palestinien, on est aussi là-dedans. Cette espèce de, Oui, après, c'est... de cercle vicieux Là, ils qui sont ne plus s'arrête livrés à pas. eux-mêmes. Finalement, ils sont livrés à eux-mêmes. ceux-là. C'est ça, en fait. Qui ne s'arrête Après, ça dépend de... Mais là- Alors, si je prends le cas du Congo aujourd'hui, Ouais. donc tous les Congolais devraient être dans cet état d'esprit face aux voisins. Sauf qu'on a une problématique, c'est qu'on est condamnés à vivre ensemble. Maintenant, comment allons-nous faire pour pouvoir passer au-delà de toutes ces atrocités? Aujourd'hui, le génocide Complètement. du Congo, personne n'en parle. Parce que c'est un sujet tabou, c'est parce que c'est une zone très stratégique pour beaucoup d'intérêts. Maintenant, que devons-nous faire? Ces Congolais qui ont perdu leur vie là-bas ou des familles, ils doivent aller dans une optique de quoi? D'écraser le voisin en face. Non, ça résout rien, ça n'a pas de C'est ça, sens. il faudrait essayer de trouver des solutions meilleures pour pouvoir cohabiter ensemble parce qu'on ne pourra pas changer le pays. C'est là où je dis souvent, on est aussi dans une forme de manipulation des personnes qui ont des intérêts sur les zones géographiques où il y a des conflits dans le monde. Donc sur le rôle des enfants dans cette Après, dimension. la difficulté, pour aller dans le sens de ce que vous dites, moi je souscris à ce que vous partagez. Mais comment expliquer à un Palestinien qui a vu sa mère déchiquetée par un obus, qui a vu son père coupé en deux par l'effondrement d'une bâtisse, qu'il ne faut pas se venger, qu'il faut accepter son sort et que potentiellement il va disparaître comme les Amérindiens au nom de la bienveillance dont vous parlez là.
Qui a parlé de bienveillance? Non, non, mais. Non, après, on Qui le a parlé sait. de Bon, bienveillance? moi, c'est pas de la bienveillance, Voilà. mais c'est. On J'essaie a de me parlé de dire, il faut résilience. essayer C'est de. plutôt le mot, je pense. Oui, que mais c'est résilience. comment on convainc un Palestinien d'être résilient, sachant que il a vu ses parents mourir dans un hôpital ou mourir dans une mosquée alors qu'ils n'ont rien fait. Moi, c'est la question. c'est ça, c'est ça. Et comment tu expliques que la vengeance n'arrange rien quand lui te dit potentiellement on va disparaître? Ouais, c'est une belle question. Ça. Comment tu lui expliques? Moi, je ne peux pas aller voir quelqu'un et lui dire la vengeance ne sert à rien, accepte ton destin Donc c'est sans fin. et termine potentiellement comme les aborigènes ou les Amérindiens. Moi, j'ai pas ce culot, Ouais, c'est ça. j'ai pas cette indignité pour aller voir un être humain et lui dire ça. Je suis pas de cette école. Donc c'est un cycle sans fin. Non, moi je dirais pas c'est un cycle sans fin. Maintenant, ce que Beko dit, effectivement, c'est très pertinent et c'est humain. Ça relève de l'émotion, de la nature humaine. Lorsqu'on subit une injustice, on a envie de se venger. Ça, c'est naturel. Maintenant, là, on a un cas d'école dans ce livre-là, parce que enfin, sans spolier, c'est compliqué de parler du livre sans trop en dire, mais on a quand même un cas d'école dans le sens où tous ceux qui sont nés après l'attentat, les générations qui sont nées après, qui n'ont pas connu du coup ce génocide, ils cohabitent entre eux. C'est-à-dire qu'on a les bourreaux qui cohabitent avec les victimes. Donc ça paraît extraordinaire en fait, parce que ce sont des voisins, et ces mêmes voisins-là, lorsqu'on prend les générations antérieures, ce sont les mêmes qui ont abattu leurs propres voisins. Donc concrètement parlant, c'est possible. Maintenant, ce qu'on comprend également, c'est qu'il y a eu des tribunaux populaires. On en a parlé précédemment avec la sœur, où chaque victime a pu, entre guillemets, entendre son bourreau, même si, quand on prend l'exemple de Claude, il n'a pas été jusqu'au bout pour s'excuser personnellement, mais on comprend que c'est par la justice, dans le sens où lorsqu'on rend justice, déjà, ça apaise déjà. Même si on ne se venge pas, à partir du moment où il y a une justice qui a été rendue, la symbolique de mettre le banc des accusés, que la personne soit jugée, qu'elle ait une peine, qu'il y ait une répercussion, qu'il y ait quelque chose de factuel en termes de sentence, ça déjà, ça apaise déjà les cœurs et ça apaise les générations. Donc la solution concrète, lorsqu'il y a un conflit, si on parle par rapport à la situation au Congo ou ailleurs, c'est déjà, même si ça ne répare pas, au moins déjà qu'il y ait une justice. Une justice dans soit des réparations, soit de la considération, parce qu'au final, c'est que ça. On ne pourra pas. Réouvrir un Voilà, dialogue. parce que sinon, c'est une roue sans fin. Sans fin. On se venge, Après, juste, ensuite on se revanche, ça ne s'arrête jamais. juste par souci d'honnêteté intellectuelle, Ouais. je ne suis pas à leur place. Si ça m'arrive, je ne sais pas comment je pourrais réagir. Moi-même le premier. Je sais pas Moi, je comment le dis devant face caméra. Ok. Tu bombardes ma mère, tu bombardes mon père. Mais mon frère, t'as vu, on va me retirer ma carte si je dis ma pensée. Non, Mon non, frère. on l'a compris, on l'a compris. Mon frère. On l'a compris. En fait, il faut comprendre une chose. Est-ce Pour que moi, la vengeance et la justice? non, en fait, il faut comprendre une chose. Pour moi, le génocide des Amérindiens est une école incroyable. Exact. Il y a des individus avec qui la compassion, la discussion, ça ne marche pas. Et je le dis parce que moi, je me suis intéressé aux survivants de ces massacres, qui ont une mémoire, avec des auteurs qui ont écrit et qui ont raconté les erreurs qu'ils ont commises lors des interactions avec les premiers occidentaux qui sont venus en Amérique. Je pense qu'il faut adapter son attitude en fonction de la cruauté, de la barbarie de ton adversaire. Quand tu as en face quelqu'un qui potentiellement se sent légitime chez toi et qui n'aura aucun scrupule à t'éradiquer, à détruire les sépultures qui sont les tiennes, je ne sais pas si être dans une logique, comme dit Mohamed, de justice. Non, de- faut être d'écoute. précis. Beko, là, Non, on parle des générations futures Oui, mais par les rapport générations à leurs ascendants. Oui, mais les générations futures. On parle pas de, moi, je parle pas du rapport en direct. Oui, mais les générations futures, qu'est-ce qu'elles vivent? Elles vivent un rétrécissement de leur territoire avec une disparition de leur démographie. Exactement. C'est ce qu'elles vivent, les générations futures. Moi, je suis sur le sentiment de vengeance par rapport à quelque chose qui a été fait par une génération antérieure. Donc, Oui, qui n'a mais pas c'est- subi, en fait, c'est où pour il y a ça un que j'ai pris décalage. l'exemple- C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est comme Sinon, si ça tu s'arrête disais- jamais. Ça s'arrête jamais, sinon. Oui, mais Attends. c'est peut-être. Je vais lui donner un exemple. Dans ce cas-là, c'est comme dire que ceux qui ont pratiqué l'esclavage et la colonisation ne sont pas responsables.
Ça veut dire qu'actuellement, moi, je dois aller, entre guillemets, couper des têtes à ceux qui ont fait l'esclavage. Non, alors que c'est pas eux, Non. c'est leurs arrière-grands-pères ou Mohamed, arrière-grand-mères. Mohamed, Ça n'a pas de sens. Mohamed, c'est différent. Par contre, si on m'attaque, je réponds, c'est normal. Mohamed, c'est différent. Quand tu prends le palestinien et tu prends l'esclavage, c'est différent. Parce que l'esclavage, jusqu'à preuve du contraire, c'est quasiment terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas des Noirs qui sont vendus sur une place publique contre 200, 300 euros. Et nous, on est là, on est spectateurs, on ne fait rien. À part en Libye. En Libye, Non, moi, ça n'existe plus en Libye. C'est marginal. C'est très, très marginal. À part au Liban. Oui, mais c'est marginal. Oui, Libye, Liban, ça fait quand même déjà 2 endroits. Mauritanie On ne peut aussi. pas dire que c'est encore en Mauritanie. Non, mais vous prenez la quasi-totalité des Noirs sur la planète et vous regardez le nombre qui sont touchés par le phénomène, contrairement à avant, Ouais, avant. c'est marginal. Après, si vous avez raison, je vous donne raison. Non, Mais ça, c'est marginal. t'as raison, ouais. À un moment donné, c'est marginal. Ouais, c'est vrai. C'est marginal. Là, je vous parle d'une situation, d'une population qui vit depuis 75 ans un rétrécissement, jour après jour, de leur territoire. Et avec une assistance mondiale qui est spectatrice de ce qui se passe. Donc, moi, la question que je me pose, moi, je suis palestinien, je vous écoute, je me dis, les frères sont fous. Oui, parce qu'on mélange différentes configurations. Non. Si tu bascules de la configuration des Palestiniens et moi, je suis sur la configuration du génocide Tutsi, Oui, mais, on est sur deux configurations c'est- différentes. c'est- Donc c'est- forcément, c'est pour deux réponses, deux attitudes C'est pour différentes. ça que je Et dis si on qu'il faut mélange tout, s'adapter. S'adapter, C'est pour ça que j'ai utilisé l'expression C'est ça, il faut s'adapter. s'adapter à chaque fois au conflit dans lequel on se trouve, parce que la même réponse n'est pas la bonne. Les Amérindiens ont voulu être pacifistes. Parce que c'est leur état d'esprit d'être dans un pacifisme. Mais tu ne peux pas être pacifique avec quelqu'un qui veut te faire bien disparaître. sûr, mais ça, je suis totalement d'accord. C'est pour ça que j'ai y a dit qu'il pas faut, de- qu'il faut s'adapter. Si tu es face à une personne ou un groupe qui est capable d'écouter et de trouver un terrain d'entente, bien sûr, je ne pas la Kalachnikov. Parce qu'on va pouvoir discuter, on va pouvoir trouver un terrain d'entente. Mais si tu es en face quelqu'un qui te dit ça, c'est chez moi, avec ou sans toi, avec ou sans toi, ah poteau, Ouais, ça c'est réel. ça sera sans nous, mon frère. Et crois-moi que les Amérindiens, s'ils pouvaient revenir en arrière, ils changeraient leur positionnement. faut apprendre de l'histoire. Non, c'est sûr. C'est le cas des Congolais aussi, hein, trop croyants dans l'église. Non, c'est bon. Après, Il faudrait essayer de changer un peu plus. Les Congolais disaient. Non, ils sont trop croyants, on est en train de perdre des territoires, mais ils sont toujours là, Dieu va faire. Non. Israël, quand il a été attaqué, ils ont répondu par les armes. Hein. C'est le Dieu d'Israël. Ça aussi, il faut déconstruire l'imaginaire de beaucoup de Noirs d'Afrique centrale. mais après, on s'est écarté un peu de la question d'Herman qui était est-ce que les nouvelles générations doivent se venger des crimes qui ont été faits par les anciens bourreaux? Moi, c'était sur ça que j'étais En resté. fonction Après, de on a l'endroit. basculé sur la Palestine et sur le Congo. Non, forcément, moi, les réponses sont j'apprécie la différentes. réponse. Mais On moi, faut je reste. s'adapter. Moi, je suis Faut précis. s'adapter. Je reste Non, moi, précis sur ce qui est faut dit. s'adapter. En fait, T'as raison maintenant, d'être si on solaire. m'attaque, effectivement, Moi, je vais être suis le premier. Je vais être le premier à bondir. Je ne vais Mohamed, pas me laisser. On Mohamed. n'est pas des victimes. Mais t'as raison Ça, d'être c'est t'as raison logique. d'être scolaire et de respecter ce que dit Herman. Moi, je suis dissipé. Moi, j'ai cette étiquette un peu de cancre et de personne qui ne suit pas les règles. Mais pour revenir sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, moi, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que la violence n'est pas une réponse. C'est vrai. Moi, je prône toujours la conciliation, l'explication et le terrain d'entente. Sauf quand on a affaire à des femmes et à des hommes qui, en face, sont dans une logique de disparition. Là, Là, c'est c'est un peu compliqué. Bien sûr. Donc, il faut s'adapter. Bien sûr. Il faut s'adapter. Voilà, attendez, moi je vous ai entendu parler. Sur le conflit israélo-palestinien, il y a une pensée unique à ce niveau. Est-ce que tu estimes qu'en 1948, quand l'État d'Israël a été reconnu internationalement, l'intention que d'aucuns aujourd'hui qualifient de génocidaire animait déjà les Israéliens? Non. Ok. Donc la question est, qu'est-ce qui a fait basculer les Israéliens dans cette extrême violence? Ah, mais ça, après, on peut en Ah parler. non, mais c'est ça aussi le sujet. Vous êtes marrant, vous Non. parlez des fruits, mais dès qu'on parle des racines, Ah, on mais peut en parler. Ça, on pourra faire un sujet. Moi, je suis- Non, c'est le sujet, tu as mis le sujet 3-4 fois sur la table. C'est un mais- sujet fondamental. non, mais Donc si- moi je si- demande juste, si- est-ce si- qu'on peut parler de cette question toute simple, point d'interrogation, le pourquoi? si Parce tu- que si dans la chaîne de la haine, on s'arrête juste à un moment pour dire ah c'est eux les haineux, ils veulent exterminer, mais essayons de revenir aussi en amont de cette chaîne. Moi je ne suis pas en train de dire les uns sont les haineux, les autres sont uniquement des victimes. C'est une chaîne de la haine, hélas. Hélas c'est- pour les mais deux, c'est- dans les deux côtés. Mais moi, Ouais. je ne reprends pas Ouais. la logique qui est la tienne, puisque les Palestiniens n'ont jamais causé des dégâts similaires aux dégâts créés par les Israéliens. Donc comment tu dis que ça peut être une chaîne comme si c'était une réciprocité? Jamais Ouais. les Palestiniens
non créés, Ouais. de dégâts, de pertes humaines semblables à ce que les Israéliens ont fait à l'inverse. Ok. Donc comment tu peux parler de chaîne? Je peux te répondre? Ouais. Ok. Pour toi, est-ce qu'il y a une différence entre une personne qui tue 10 personnes et une personne qui tue 1000 personnes? Totalement. Ok, pas pour moi. Pour moi, l'intention est la même. Bah, d'accord. Dès lors que l'intention est de tuer, Ok. que ce soit 10, 100, 1 million, Non, 1 je vais milliard. t'expliquer c'est pour quoi la moi, différence. Parce que Quand la haine est là. Mais tu sais, quand tu tues Ouais. 10 personnes, Ouais, la démographie, Ouais. l'impact ouais. sur le territoire n'est pas le même. Je parle de l'intention. Mais moi, je m'en fous de l'intention. Moi, ce qui m'intéresse, Non. c'est le nombre de gens qui disparaissent. Ok. Toi c'est l'intention, si tu veux. Mais quand tu rases un quartier, 2 quartiers, 3 quartiers, et comme par hasard, tu t'installes après ensuite, c'est quoi l'intention? Quelle est l'intention? C'est pour ça que j'ai posé la question de 48. Mais c'est pour ça que je te dis que pour moi, la problématique, Ouais. elle doit s'analyser sur le nombre de vies humaines qui ont été sacrifiées. Parce que malheureusement, on fait une comptabilité macabre, mais ça permet de comprendre le comportement des uns et des autres, le nombre de territoires qui ont été grignotés, le nombre de résolutions de l'ONU qui ont été violées. Violet, exact. Et là, à ce moment-là, ce petit jeu, les Israéliens, les perdants. À ce petit jeu, hein. Quand on fait le décompte du nombre de victimes, quand on fait le décompte du nombre de territoires qui ont été grignotés, quand on fait le décompte, le nombre de, comment dirais-je, de résolutions de l'ONU qui ont été violées, l'État israélien, il est tout seul, il en caillera. Il fait ce qu'il veut. Ça, c'est certain. alors Personne. Non, Donc, mais personne. C'est pour ça que j'ai parlé de 48. Les résolutions de l'ONU ont été violées après. Mais c'est un autre sujet, ça fera l'objet. On a plus de 200 de résolutions qui ont été violées. Plus de 200. Non, mais même 1000. Personne n'a Donc, violé. Non, c'est ça, mais Personne- après, personne n'a c'est mis- la condition. Il faut demander aux aussi- Palestiniens, ils en ont violé combien les résolutions? Les Palestiniens, ils en ont violé combien? C'est la condition géopolitique du monde aussi qui pousse à ce qu'ils ne tiennent pas à la promesse initiale. Alors, au milieu de cette discussion, comme vous l'avez vu, riche, dynamique, piquante, éclairante, en tout cas constructive, eh bien, je vous annonce que la librairie africaine, c'est un théâtre de réflexion autant qu'un théâtre artistique. Et dans cette perspective, vous allez avoir l'occasion de déguster, de savourer un talent musical qui monte en puissance, l'étoile montante de la musique. En tout cas, moi, je l'ai vu comme tel. Je ne vous en dis pas plus. Restez, comme on dit, restez concentrés. Dans une poignée de minutes, vous allez pouvoir être emporté dans ce paradis musical. Alors, c'est un sujet qui nous a amené sur les plusieurs rives, avec des points de clarification, quelques points de divergence. On a vu effectivement que la vengeance et la justice n'étaient pas à être confondues, que quand même il y a des conditionnalités à ce que la justice prenne le pas sur la vengeance, notamment le sens de l'écoute, la compassion. Et pour ce qui est de la nouvelle génération, selon vous, c'est un peu le sujet qu'il soulève, quel est le devoir, et j'insiste là-dessus, qui doit animer la nouvelle génération qui n'a pas vécu les moindres souffrances, donc qui n'est pas dans sa chair traumatisée par le sang, par les cris, par les larmes? Comment doit-elle œuvrer? Doit-elle œuvrer pour l'ouverture au nom de l'espoir d'une humanité qui va vers une forme de réhumanisation, ou alors à l'inverse, par principe de précaution, vers un repli ou un séparatisme tel que l'appel de leur vœu à un certain nombre de personnes sur la place publique? Pour conclure, moi, je dirais que cette jeunesse, elle doit se réapproprier son histoire. Je pense que c'est ça le plus important. Avoir ce devoir de mémoire, de comprendre qu'il y a toujours des choses qui sont officielles et des choses qui sont officieuses. Lorsque on a des politiciens qui s'expriment sur des sujets aussi graves, on a toujours un message qui est ce qu'il est. Mais derrière, il y a des investigations à faire, il y a des recherches, il y a des études à mener pour avoir vraiment conscience de la réalité des faits. Donc je pense que cette jeunesse, elle doit être toujours dans cette recherche de la vérité de terrain, et non les discours, les commémorations, les messages des présidents, des chefs d'État, parce que forcément, ça reste toujours un message qui est biaisé. On a pu le constater, si on reste sur l'objet du livre, concernant le génocide des Tutsis, les chefs d'État qui se sont manifestés, qui se sont exprimés sur le sujet. On a eu Bill Clinton qui s'est excusé, donc, concernant les États-Unis. On a eu la Belgique qui s'est excusée très tôt, par rapport à 1994. On a eu la France qui a fait des déclarations en 1998. C'était sous le régime de Mitterrand, donc avec Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères, qui a, sans aucun
sans aucune gêne, montrer son sentiment de fierté par rapport à l'intervention de la France, donc dans la négation. Voilà, il n'y a pas eu de regret à ce moment-là. Il aura fallu attendre jusqu'à 2021 pour que le président Macron fasse des excuses à demi-mot à Kigali, dans le mémorial. Donc on comprend bien que selon la chronologie, les discours prennent des orientations différentes. Et donc si on prend pour argent comptant ce qui est dit, on est biaisé. Donc cette jeunesse, vraiment, elle doit être dans la capacité de se réapproprier la vraie histoire. C'est vraiment, pour moi, le point d'honneur à mettre. Très bien. Je te rejoins complètement dans ça. On le voit, si je devais exclusivement m'appuyer sur le livre, dans le parcours de Milan, qui en fait, lui, en comprenant son histoire, finit par l'accepter et accepter la position qu'il a toujours réfutée, exclue de sa mère, qu'il n'a jamais compris pendant tout le livre. Bah, finalement, en comprenant vraiment qui il est, et au prix de sacrifices, et vraiment profond de son parcours, de son identité, de celle qu'il croyait en tout cas être en identité, et ben c'est fini par aboutir de sa part à une acceptation. Donc c'est très important d'y aller un peu à la manière de Milan, avec l'œil très ouvert, les deux yeux très ouverts. Et pour en tout cas oui, les jeunes d'aujourd'hui, oui, voilà, aller sourcer vraiment là, enfin, avec le plus de précision possible et avec des sources contradictoires, et vraiment ne pas se laisser aller à, c'est très facile, hein, un algorithme, à ce qu'on nous met devant les yeux, et vraiment essayer d'ouvrir les écoutilles. Très bien, merci. Bon, après l'histoire est tellement importante que je prendrai le cas du Congo. On a vu le déplacement d'Emmanuel Macron au Congo et il parlait du fait qu'on n'était pas assez responsable pour bâtir notre pays. Il y a même un journaliste qui a fait une passe décisive au président en lui rappelant l'opération turquoise. Mais si nos autorités maîtrisaient l'opération turquoise, c'est quand même facile d'impliquer d'office la France dans l'opération turquoise. Mais l'absence de l'histoire a fait qu'on est passé encore pour des rigolos. C'est pour ça que je dis, si les jeunes Congolais avaient appris à maîtriser leur histoire des Grands Lacs, je pense que le président aurait pu quand même recadrer Macron. C'est comme ça qu'on a des discours politiques qui ne correspondent pas à la réalité. C'est là où je dis, pour ceux qui sont dans la diaspora, ça sera difficile pour certains, parce qu'ils vont devoir faire un double travail. L'histoire qu'ils apprennent à l'école et aller faire encore des recherches annexes. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. Parce qu'il y a des contenus sur les réseaux sociaux, il y a des bibliothèques comme ta mairie, il y a beaucoup de frères et sœurs qui proposent des contenus de façon à créer un imaginaire collectif pour pouvoir avoir une histoire commune. Maintenant, il faudra juste se dire qu'on est dans un monde quand tu dis histoire commune, histoire mondiale commune, non, commune des Afros. Ok. L'histoire mondiale, on l'a déjà pratiquement tous sans le vouloir. Okay. C'est là où je dis simplement, à un moment donné, tant qu'on n'a pas notre histoire commune des Afros, on aura toujours des carences. Et ces carences-là sont exploitées par les autres. Maintenant, on a aussi ce devoir de se dire, à chaque fois que j'entends un discours et à chaque fois que je suis face à l'autre, je ne dois pas avoir ce côté naïf. Il faut que je sois vigilant parce que tout ce qu'il dit a peut-être une intention cachée derrière. Et pour finir, il faudra aussi mettre en avant nos auteurs de façon à ce qu'on puisse avoir. Moi, je milite plus pour cette représentativité. Parce que quand je vois Mansa Moussa, beaucoup, quand on leur demande Mansa Moussa, ils ne connaissent pas. Mais Charlemagne, ils vont te dire, ouais, il était fort. Donc c'est parce que dans la domination culturelle, certains sont quand même assez bousillés quand même. D'accord. Donc, pour résumer ton propos, pour être sûr de bien le comprendre, d'abord s'inscrire dans une logique, pas de séparation, mais de repli dans une perspective de reconstruction, avant de éventuellement réinvestir une forme d'humanisme 2.0. Exactement. Très bien, merci. Moi, je pense que pour corroborer ce qui a été dit, c'est... En fait, il y a une manière assez brutale et une manière assez douce. Je vais opter pour la manière douce. Je pense qu'il faut, pour rebondir sur ce qu'a dit Maestro, que nous nous réapproprions notre histoire de façon à ce que si demain il y a une tierce personne qui vient dire des inepties, on soit en capacité intellectuelle
morale de le reprendre. Donc ça, c'est déjà pour préserver une certaine dignité. Puisque quand on n'est pas en connaissance de cause sur sa propre histoire, on est vulnérable, on est fragile, et ça prête le flanc à l'autre pour tenir des propos complètement déplacés. Moi, je dis à la communauté noire qu'il faut travailler en bonne intelligence et surtout travailler avec le souci de la volonté de puissance. Tu ne peux pas venir dans un milieu qui est gangréné par la compétition, par la rivalité, par toutes ces négativités, sans prendre en compte l'environnement dans lequel tu évolues. Cheikh Anta Diop, il l'a dit, armez-vous de science jusqu'aux dents, parce que ceux qui sont en face de vous ne feront pas de cadeaux. C'est pas pour rien qu'il l'a dit. C'est pas juste parce que il avait de la détestation à l'endroit des Occidentaux. C'est qu'il a vécu dans sa chair des situations de racisme, des situations de marginalisation, des difficultés pour aller au bout de sa thèse, parce que on ne le prenait pas au sérieux, parce que noir. Exact. Donc si tout ça, on ne le prend pas en compte, et on vient, la fleur au fusil, interagir dans le milieu de l'histoire, dans le milieu littéraire, dans les milieux qui existent, sans prendre en considération qu'il y a des biais cognitifs, qu'il y a des biais raciaux qui existent et qui préexistent, c'est là qu'on va se faire manger. Donc j'invite les nôtres à être lucides, à ne pas être non plus dans une logique de haine ou d'autres ressentiments. Comme je le dis souvent, l'amour c'est le moteur, mais à être conscient de ce qui se passe, de façon à ne pas être manipulé et à ne pas être victime de situations déplaisantes. Hein. Quand on prend l'exemple du président Macron il a fait la même chose au Burkina Faso, Exactement. il a expliqué au président qu'il n'était pas là pour la climatisation. Je sais pas si du temps de Sankara, il aurait pu oser. Possible. C'est ça qui fait mal au cœur. On voit, il y a des situations qui sont douloureuses. Parce qu'on se dit, le chef d'État, il n'a pas été en mesure de répondre comme il se doit au président français. Et Dieu sait qu'il y a des choses à reprocher au président français. Parce qu'il n'y a aucune situation qui est parfaite. Donc oui, armez-vous de science jusqu'aux dents. Travaillez dur. Et ayez le souci de dire les choses pour vous défendre et pour préserver votre dignité. Très bien. Merci, on a fait le tour. Que rajouter de plus, excepté un petit élément, un petit rappel. Cette citation forte de Joseph Kizerbo, « Seuls les peuples dont les intellectuels monteront en première ligne gagneront la bataille ». Tout ce qui a été dit ici est vrai. Évidemment, il y a à boire et à manger, comme on dit, avec au centre une nécessité de reprendre en main le narratif. Mais ce narratif, pas uniquement basé sur l'oralité, sur l'écrit. Certains d'entre vous doivent passionnément devenir des historiens. Nous manquons cruellement d'historiens, de scénaristes. Le champ de bataille aujourd'hui prioritaire, c'est le soft power, le terrain des imaginaires, le terrain de la construction mémorielle. Donc, faire des likes, des commentaires sur les réseaux, c'est bien, ça encourage, ça stimule l'esprit, mais le vrai travail, c'est le travail des archives. C'est le travail qu'a opéré le frère qui a mis en avant le drame congolais, le frère Serge Oyono, Charles Onana, pardon, merci. Charles Onana, notamment, qui est l'exemple le plus vibrant. Donc, seuls les peuples dont les intellectuels monteront en première ligne gagneront la bataille. La bataille contre l'ignorance, la bataille contre le biais historique, contre la mauvaise narration, au nom de notre honneur et surtout au nom de la bonne santé des prochaines générations, de nos enfants. Voilà moi ce que j'avais à rajouter. La librairie africaine, comme vous le voyez, nous sommes là pour, à travers telle ou telle œuvre, aujourd'hui c'était Gaël Faye, Jacaranda, un livre à lire, un livre qui sera peut-être même nobelisé, allez savoir, goncourtisé. Et bien à travers cette œuvre, c'est toujours la même dynamique, c'est toujours le même moteur. Vous rappelez que le monde est divisé en deux, quelles que soient les nuances qu'on peut mettre entre ces deux catégories. Avec d'un côté ceux qui cherchent des excuses dans le passé ou dans leur réalité, dans leur déterminisme, et ceux qui cherchent l'or de la connaissance, l'or de la transmission et éventuellement l'or matériel. C'est d'abord et avant tout l'or de la connaissance. Et à travers cette initiative, à travers cette librairie africaine, qui a pour partenaire Présence africaine, dois-je le rappeler, vous bénéficiez d'ailleurs d'un code promo si vous allez vous saisir de quelques pépites intellectuelles, et à travers cette initiative, on stimule et on impulse un nouvel élan à cette nouvelle génération qui a besoin d'avoir pour modèle peut-être des Mbappé, peut-être des Bouba, mais d'abord et avant tout des Ampateba, des Joseph Kizerbo, des Norbert Zongo, des Fatou Diom, et j'en passe.
que chacun se le tienne pour dit. En un mot, lisons ou mourons. À très bientôt. Sangoni, je réponds sangoté. Toujours pas même souci, pas problème. Chez baby mama, chez le loyer. Mes mélodies, elles foutent à côté. Sangoni, je réponds sangoté. À part que Coco perd la santé. Je voudrais la soulager, la soigner. Problème à ma porte font que toquer. Sangoni. Rien de plus à te dire à part et à passer. Lelo macambo, le bimacambo, passi. Lelo macambo, le bimacambo, passi. Sangoni. Rien de plus à te dire à part et à passer. Lelo macambo, le bimacambo, passi. Lelo macambo, le bimacambo, passi. J'aimerais te dire everything's okay. En vrai, Nazali Malamouté. Ça fait un moment que je dois la marier. Toujours pas assez pour la doter. Sangoni, je réponds sangoté. Sauf que chez moi, on meurt par milliers. Tu femme et enfant pour nos minerais. Congo koyeba kimiate sangoni. Rien de plus à te dire à part et à passi. Lelo macambo, le bimacambo, passi. Lelo macambo, le bimacambo, passi. Sangoni. Rien de plus à te dire à part et à passi. Lelo macambo, le bimacambo, passi. Lelo macambo, le bimacambo, passi.